Bonjour et bienvenue dans Le Guide du Broutard, l'émission qui vous fait voyager et découvrir l'agriculture à travers le monde. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Sud et plus particulièrement le Mexique. Nous avons la chance et l'honneur de recevoir un éleveur de limousines mexicain, Salvador Zamora. Merci d'être avec nous. Nous avons également qui l'accompagne Yael, donc l'interprète de Salvador. Merci d'être avec nous, Yael. Nous avons également un autre éleveur de limousines, mais français cette fois. Par contre, vous avez eu la chance d'aller juger plusieurs fois au Mexique. C'est bien ça, Monsieur Bonnet? Oui, tout à fait. Eh bien, merci d'être avec nous. Et puis enfin, nous avons Benoît Delalloy, responsable des relations internationales du sommet. Merci d'être ici. Avec plaisir, merci à vous. Alors, pour certaines personnes, peut-être que l'agriculture mexicaine, ça se résume juste à l'élevage bovin et à la tequila. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup plus diversifié que ça. Il y a une diversité énorme et exceptionnelle. Est-ce que vous pouvez nous résumer en quelques mots les diverses productions végétales et animales qu'on peut trouver dans le pays, Monsieur Zamora? Sí, por favor, si nos puedes resumir en algunas palabras lo que es la producción vegetal y animal de México. Sí, bueno, es un gusto estar aquí en Francia compartiendo con ustedes. Mi nombre es Salvador Zamora, somos productores nosotros de ganado limusín en México y productores de maíz. Bueno, principalmente empezando por lo vegetal, nuestras principales producciones en México es el maíz, el jitomate, el aguacate. Por parte del maíz, bueno, tenemos las variedades de tipo amarillo y color blanco. El amarillo se usa principalmente para forrajes animales y otra parte, muy poca parte para el consumo humano. Por parte del maíz blanco, todo es para consumo, bueno, la mayoría es para consumo humano también, para la tortilla. Se sabe que en la gastronomía de México, pues, base de nuestra dieta, de nuestras costumbres, pues son los productos derivados del maíz. Y bueno, eso es por parte del maíz. Por parte del jitomate, bueno, también somos un grande productor en México. Me parece que en Sinaloa y en Michoacán es donde más jitomate se produce. Y bueno, no tengo bien los porcentajes porque no soy productor de jitomate, pero es mercado local y mercado también internacional, que me parece que la mayoría se exporta hacia Estados Unidos. Y el aguacate igual, bueno, el aguacate es un poquito más internacional, se exporta a Sudamérica, a Estados Unidos y otra parte también aquí a Europa. Gracias. Por parte de, bueno, ahora hablando de la parte pecuaria, de la parte de los animales, también en México, bueno, el principal producto, o bueno, la mayoría de nuestros productos de la cadena pecuaria vienen por parte de los bovinos, que es principalmente la leche. No tengo bien el dato de cuántos litros se producen, pero somos de los países que más leche producen en el mundo. Y en cuestión de carne, creo que somos el 8º país que más carne produce. Y bueno, ¿a dónde van nuestros productos? La leche queda localmente en México se consume mucha leche. Y por parte de la carne, somos, me parece que, bueno, no recuerdo bien los números, pero exportamos la carne hacia Estados Unidos, hacia los Emiratos, por allá por el Medio Oriente, y por ahí se me va algún otro país. Muchas gracias, Salvador. Bueno, para responder estas preguntas, en cuanto a las producciones, alors je vais répondre en français. Ya le répété tout en espagnol. Donc, tout d'abord, dans la production végétale, c'est le maïs. Là, deux variétés, le maïs jaune et le maïs blanc. Tout ce qui est le maïs jaune, va la plupart pour l'alimentation animale et celle qui est la blanche pour la consommation de tous les jours. Car au Mexique, une des principales plats, c'est tous les dérivés du maïs blanc. Par exemple, les tortillas. Et donc, toutes ces productions, ils sont donc les maïs, ils sont l'avocat et une autre plante qui s'appelle la jitomato, qui se produit principalement dans la zone de Sinaloa. Et où est-ce qu'il part ces productions? Bon, au niveau national, mais principalement aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine, pour tout ce qui est l'avocat. C'est un des principaux. Et pour la production de lait, pratiquement tout va pour la consommation nationale
et pour les exportations en viande, c'est les États-Unis, les Émirats aussi, et peut-être un jour ici. C'est pas grave, merci Yael. Donc vous l'avez compris, le Mexique c'est un grand pays exportateur, mais alors nous en France on exporte aussi vers le Mexique et plus particulièrement de la génétique, c'est ça Monsieur Bonnet? Oui, la première fois où je suis... Peut-être Benoît, on peut faire passer le... Merci. La première fois où je suis allé juger au Mexique, c'était en 1998. Au concours national à Guadalajara et j'ai découvert des éleveurs qui étaient vraiment passionnés de limousine et de la race limousine, mais qui hélas n'avaient pratiquement pas de limousine française. Il y avait de la limousine à 95% qui était issue du Canada, qui était issue des États-Unis, qui avait travaillé avec ces lignées et qui étaient désespérément envieux d'avoir de la génétique française. Mais l'accès qu'ils avaient à la génétique française n'était pas une génétique top niveau comme on pouvait avoir chez nous. Et donc à l'époque où j'y suis allé, on a la chance d'avoir des instances raciales en Limousin avec une structure qui s'appelle Interlim, qui est la structure export de la race, et également France Limousin Sélection. Et le collectif a fait qu'on a pu développer l'envoi de semences de qualité sur ce pays et qui leur a permis de bien progresser et d'arriver à un niveau pas similaire au nôtre, mais il y a des animaux au Mexique qu'on voit dans les concours aujourd'hui qui pourraient rivaliser avec certaines chez nous. Benoît, tu confirmes, ça fait longtemps que tu vois des éleveurs mexicains venir au sommet pour de la génétique? Oui, je confirme. Effectivement que ça marche. Que les éleveurs mexicains nous font le plaisir de leur visite. Comme l'a dit Jean-Pierre, effectivement, ils étaient au départ uniquement pourvus de génétique nord-américaine avec un certain type d'animal qui ne correspondait pas forcément à leur marché. Et effectivement, ils ont découvert la génétique française, je pense qu'ils en sont tombés amoureux. Et donc on les retrouve régulièrement, en tout cas pour les plus gros éleveurs, revenir au sommet de l'élevage pour voir ce qui se fait de mieux, voir les dernières avancées en matière de sélection et choisir les meilleurs taureaux pour ensuite voilà. Et là-bas, diffuser bien sûr au niveau national notre génétique française. Merci Benoît. Alors l'élevage bovin a connu une forte croissance ces dernières années au Mexique. Monsieur Zamora, est-ce que vous pouvez un petit peu témoigner de votre expérience? Qu'est-ce que c'est d'être éleveur de bovins au Mexique? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre exploitation? Por favor, ¿nos podrías presentar tu finca, tu experiencia y la ganadería en México? Sí, bueno. Bueno, yo soy una persona joven ahorita de 28 años. Actualmente estoy manejando el rancho de mi familia, que tiene ya 27 años de antigüedad. Nosotros somos creadores de dos razas. Somos creadores de la raza Limousin y somos creadores de la raza Brahman Rojo. Con la raza Brahman Rojo tenemos apenas 7 años que empezamos con la raza Brahman Rojo. ¿Por qué manejamos estas dos razas? Lo hacemos porque sabemos que en México hay diversos climas. Están los climas de la costa, están los climas del Bajío, los climas un poquito más altos en la sierra. Y bueno, para todos los climas y para todo tipo de terrenos, pues necesitamos nosotros como ganaderos abarcar el mercado para surtir genética por todo el país. Entonces, por parte de Limousin buscamos un poquito más bueno, más bien el mercado nos busca a nosotros para surtir nosotros ganado europeo, ganado que es más resistente a los climas más templados, más fríos, sin perder la rusticidad de la raza. Y por parte del Brahman Rojo, bueno, buscamos que aguanten un poquito más las condiciones de las costas y las regiones del trópico, las regiones donde hace un poquito más de calor, donde hay más humedad y más garrapatas. Donc, Monsieur Zamora, très jeune, il a 28 ans et il travaille avec sa famille dans les ranchos La Comunidad. Et son élevage, il y a déjà 27 ans, c'est ses parents, ses grands-parents, et il travaille principalement deux races, la race Limousin et la race Brahman Rouge. Et pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces deux races? C'est justement par rapport à toutes ces zones
climatiques dans lesquels il y a la côte, il y a aussi la montagne, le climat qui est de chaud, froid. Et ils ont choisi principalement la race limousine parce que c'est surtout la génétique qui s'adapte très bien génétique dans leur pays et qui est une génétique qui est plutôt pour les climats tempérés et pour tout ce qui est les climats un peu plus chauds. Et ils utilisent la race Brahman. Mais ils voulaient nous dire aussi une autre chose. ¿Qué nos quería decir? Bueno, además de hablar de por qué tenemos estas dos razas, quisiera compartir también, bueno, el rancho está compuesto en dos partes. Tenemos una parte que es de un sistema de producción tipo extensivo, que es de pastoreo, y nada más ayudamos con minerales y algo de ensilado de maíz. Es una superficie aproximadamente de 70 hectáreas, donde tenemos alrededor de 120 vacas pastoreando ahí seccionadamente. A pesar de lo tenemos seccionado para administrar un poco el consumo del alimento, debido a que es muy poca superficie para las vacas que tenemos. Y en la otra parte tenemos el sistema que es semiestabulado, donde son alrededor de 6 hectáreas, donde también bueno, tenemos ganado limusín y tenemos ganado Brahman. En este espacio que les platico, tenemos el ganado de pista, las donadoras de embriones y los sementales y vaquillas a la venta. Bon. Donc, ils sont deux types de production. Une production plutôt extensive, 70 hectares et 120 vaches. Et ils ont fait une séparation pour mieux administrer les aliments qu'ils vont lui donner. Et dans l'autre partie, c'est plutôt semi-estabulation avec 6 hectares dans lesquels ils sont les brahmas, les limousines. Et c'est plutôt pour les animaux qui vont partir en concours, pour les animaux dans lesquels ils vont vendre la reproduction, les embryons et tout ça. D'accord. Et alors, le Mexique, moi dans mon imaginaire, c'est un pays qui est très chaud, où il peut y avoir de la sécheresse. On arrive quand même à nourrir les bovins à l'herbe ou pas au Mexique? Ya dice que él piensa que es un país bastante caliente y tienen bovinos leche. Sí, tenemos bovinos leche. De hecho, somos en Jalisco, en el estado donde nosotros producimos. Me parece que somos el primer estado, el estado con la mayor producción de leche de todo el país. Principalmente las razas productoras de leche son el Holstein, la Jersey y me parece que el suizo. Donc, dans l'endroit où il est, à Jalisco, c'est la zone dans laquelle il y a la plus grande production laitière, principalement avec la Holstein, la Jersey et la Pardo suizo, la brune. D'accord. Et donc, on l'a vu, donc l'agriculture mexicaine se déroule dans un contexte et un climat qui est assez différent de celui qu'on peut connaître en France. Est-ce que ça se ressent sur les animaux? Est-ce qu'il y a des différences sur les limousines qu'on trouve en France et au Mexique, Monsieur Bonnet? Oui, bien sûr, parce que, enfin, pour répondre un petit peu à la question d'avant, on va avoir des zones, par exemple la région. Moi, je suis jamais allé au Mexique, au sud. J'ai jamais vu de limousine au sud de Mexico, par exemple. Je n'ai que visité le nord de Mexico, et il va y avoir des zones, notamment la région de Guadalajara, où il va y avoir de l'eau, de l'irrigation, où on va pouvoir avoir facilement 5-6 vaches à l'hectare, parce que c'est arrosé, parce qu'il y a le maïs, parce qu'il y a beaucoup de cultures qui font qu'on va pouvoir concentrer les animaux. Par contre, lorsqu'on va un peu plus au nord du Mexique, dans les régions de Chihuahua, Durango, Torreón, là, on va avoir des zones où il y aura une vache tous les 30, 40, 50 hectares. C'est-à-dire que c'est des fermes de 30 000 hectares sur lesquelles il y a très peu de vaches. Et évidemment, les vaches, elles se nourrissent de quelques touffes d'herbe qu'elles trouvent, de quelques buissons. Mais il n'y a pas de culture ou très difficilement des cultures. Donc c'est des vaches qui vont être dans un état physiologique. Elles font un veau, elles le nourrissent.
Mais c'est tout, et pas avec des performances extraordinaires. Contrairement à la région de Guadalajara, d'où est Monsieur Zamora, qui est une région beaucoup plus fertile avec des possibilités d'irrigation. D'accord, et ça se ressent sur le schéma de sélection? Alors ça se ressent sur le phénotype des animaux, sur le visuel. Le schéma de sélection est toujours le même. Si on a des vaches qui produisent des limousines, qui produisent du lait naturellement sans trop d'apport extérieur, ben, ça se ressentira sur le veau, bien évidemment. Mais il ne faut pas penser dans le nord du Mexique pour pouvoir avoir des broutards de 350 kg à 7 mois. C'est pas possible. C'est pas possible à condition de complémenter beaucoup plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Mais là-bas, on sèvre des veaux à 200-250 kg maximum. D'accord. Alors vous, c'est vrai que vous avez une expérience qui est incroyable. Vous avez beaucoup jugé à l'étranger, notamment au Mexique. C'est possible, quand on est éleveur français, d'aller juger dans un autre pays alors que les conditions sont totalement différentes? Oui, ben, bien sûr, de toute façon, lorsqu'on va juger dans un autre pays et que la race est un peu différente, ça m'est arrivé de juger dans des concours des limousines noires. On n'en voit pas en France, il n'y en a jamais. Alors les limousines noires, pour nous, bon, ben, ça ne rentre pas dans le livre, on les met souvent en dernière position, alors que ces limousines noires avaient un intérêt pour des éleveurs mexicains, c'est ce qu'ils connaissaient des États-Unis ou du Canada. Mais on juge avec notre œil limousin. Et la race limousine, elle a quand même ce qu'on appelle les fondamentaux de la race. C'est-à-dire que c'est une vache qui doit se déplacer, qui doit pouvoir produire de la viande, donc avoir le support avec les largeurs de bassin, les largeurs de dos. Et donc, bien sûr, on s'adapte. Le fondamental de la race, on le retrouve dans le monde entier, dans les 80 pays dans lesquels est la limousine, et au Mexique en particulier, parce qu'ils ont su travailler sur ces fondamentaux en utilisant de la génétique française au bon moment. D'accord, la limousine reste la limousine partout dans le monde. La limousine reste la limousine. D'accord. Benoît, au-delà de la génétique, que viennent chercher les agriculteurs sud-américains et mexicains au sommet de l'élevage? C'est vrai que surtout de la génétique. C'est vrai que, on l'a vu, il y a des tailles d'exploitation tellement différentes, des modèles d'exploitation. On parlait de feedlot, on parle d'exploitation de 30 000 hectares. Donc forcément, il y a du matériel qui est adapté à ce type d'exploitation qu'on ne retrouve pas chez nous en France et en Europe, où les tailles sont beaucoup plus modestes. Donc c'est sûr que parfois que ce soit nos tracteurs, notre machinisme, tout ça n'est pas forcément bien adapté pour des grosses exploitations comme ça. Donc j'allais dire, non, c'est quand même avant tout de la génétique, après de la technologie, du service, du savoir-faire, plus que des équipements en tant que tels. D'accord. Encore que, bon, il y a eu je sais, il y a quelques quand même exceptions, heureusement, hein, du matériel d'insémination, des choses comme ça qui sont à la pointe. Il y a aussi des sociétés d'alimentation animale qui travaillent très bien dans les pays d'Amérique du Sud, également de produits vétérinaires, d'échographie, donc des choses très pointues, très, très techniques qu'on arrive encore quand même à leur vendre. Mais c'est vrai que quand même le produit d'appel pour des Sud-Américains qui viennent au sommet, c'est la génétique avant tout, quoi. On les retrouve souvent aux abords des rings, c'est ça? Complètement. Ouais. Et lors de nos visites d'élevage, parce que c'est vrai que alors, un concours, les présentations qui sont faites sur le sommet, bien sûr, elles viennent avant tout pour ça, mais ils savent pertinemment que ce sont des animaux ultra préparés, dressés, c'est le top du top du top. Après, ce n'est pas la vraie vie, on va dire, ils le savent très bien, c'est la même chose chez eux. Donc, ils sont très, très envieux d'aller voir à quoi ressemble une vraie ferme française, avec ses bâtiments, avec la génétique normale, moyenne. Parce que là, on voit le top du reproducteur, mais ça donne quoi en vrai? C'est quoi les descendances de toutes ces... Et ça, ils ont la possibilité, grâce à nos visites d'élevage, d'aller voir sur place à quoi ça ressemble, voire même jusqu'à l'abattoir, voir concrètement à quoi ressemble une carcasse d'un animal qui a une génétique française. Donc, ils peuvent voir toute la filière en venant au sommet de l'élevage. Donc, il reste plusieurs jours en général. Tout à fait. On va peut-être demander directement au principal intéressé finalement. Monsieur Zamora, vous, qu'est-ce que vous venez voir au sommet? Qu'est-ce que vous avez envie de voir ici? ¿Qué cosas has visto y qué te gustaría ver más aquí en el sommet? Bueno, yo soy un enamorado de la raza limusín. Principalmente es
precisamente es a lo que vine, a conocer un poco más a fondo la raza limusina aquí en Francia, porque pues es algo que hemos hecho, bueno, es algo a lo que nos hemos dedicado desde niños, a la crianza del ganado limusín. Digo, he visitado ranchos ya en estos días, visité la estación de la Nau. Digo, esta mañana y la mañana de ayer hemos visto los concursos. Me encantó, me fascinó la calidad que hay aquí en Francia. Parece que estamos en otro mundo. Bueno, ¿qué me gustaría ver? Me gustaría ver más producciones, me gustaría ver un poco más de números, me gustaría conocer un poco más de otras líneas genéticas además de las que conocemos en México. Y bueno, es prácticamente a lo que vine, a investigar un poco más acerca de la raza, porque a veces en México parece que lo tenemos todo visto, pero no, aquí sabemos que lo que tenemos en México a lo mejor es el 10% de lo que podemos ver aquí. Bon, donc Monsieur Zamora, c'est un passionné. Mais là, il a dit qu'il est passionné. Mais moi, je dirais qu'il est hyper passionné de la race limousine. Donc, depuis qu'il est ici, il est allé voir la station de l'Anneau. On est allé aussi en visite organisée par les sommets et organisée par les stations de l'Anneau. Et donc, il a vu, il est enchanté, il est vraiment ici, il dit que c'est un autre monde. Un autre monde. Et qu'est-ce qu'il voudrait voir? C'est encore plus de génétique, mais limousine. Parce qu'il pense que la génétique qui arrive au Mexique, c'est un petit pourcentage et que c'est ici qu'on va trouver toutes les lignées de descendance de la limousine. D'accord. Alors, vous le savez, le but de cette émission, c'est de faire voyager les agriculteurs. Alors, si certains ont la chance de pouvoir aller au Mexique, dans quelle région, où est-ce qu'ils doivent aller pour vraiment découvrir l'agriculture mexicaine, Monsieur Zamora? Ah, ya, bueno, dice, ¿dónde podemos ir a México, pero para descubrir la agricultura o la ganadería mexicana? ¿Dónde hay que ir? Bueno, aquí, en México son muy diversos los cultivos. En cuanto a cultivos, también en ganadería es muy diverso, pero bueno, los principales productores de ganado, que es lo más parecido aquí, ganado europeo, somos Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, es donde tenemos un poco más el ganado europeo y donde mejor se adapta. Bon, donc pour aller au Mexique, bon, bien évidemment, il y a des cultures partout, mais l'élevage, il est concentré dans des villes comme Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas. C'est là où l'élevage des races françaises, européennes s'adapte le mieux. D'accord. Alors, une des valorisations de l'agriculture, j'ai envie de dire la meilleure, c'est la cuisine. Ouais. Quel plat typique il faut aller déguster pour se rendre compte de cette agriculture mexicaine? Yeah. Mira, el resultado de toda esta ganadería, la agricultura, es justamente la comida. Entonces, ¿qué plato tenemos que comer allá en México? Combien de plats de 1, 2, 3, 4 platos? No, pues tenemos mucha variedad en México. Por ejemplo, derivado del cerdo hay muchísimos platos buenísimos, como las tortas ahogadas, como las tostadas de pata de cerdo, el pozole, por supuesto, el pozole de cerdo es muy bueno, el pozole de pollo. Tenemos los tacos, que es lo más representativo de México y para mí es lo más rico de México, los tacos. De hecho, ya extraño los tacos. Eso es en cuestión de comida. Y por parte de la bebida, pues digo, no, a lo mejor Jean-Pierre sí se debe de acordar del tequila, de cuando fue a México. Y sí, bueno, el tequila es indispensable y bueno, nosotros tenemos el pueblo de tequila donde puedes consumir el tequila de primera mano prácticamente a 40 minutos del rancho La Comunidad. Vamos a ir a verlos entonces. Donc, il nous a cité des plats principalement avec la viande de porc,
como les tortas ahogadas. Il faudra demander la recette. Et le pozole est une qui est assez connue, que c'est les tacos. Et il dit que c'est délicieux et ça lui manque déjà. Et pour accompagner tout ça, bien évidemment, les tequilas qui se fait dans une ville pas très loin, à 40 minutes à Tequila. Donc on va aller voir des tequilas à Tequila. D'accord, tout un programme. Jean-Pierre, vous rangez plutôt côté tacos ou côté tequila? Pour pouvoir survivre au Mexique, il faut goûter à tout. Donc, oui. Mais par contre, ce qui m'avait quand même relativement surpris au Mexique, c'est la cuisine qui est très très épicée. Et mes amis mexicains, lorsqu'ils se régalaient à me faire manger très épicé. Et donc, j'avais toujours mon petit verre de tequila à côté parce que, en fait, il ne faut pas boire du lait quand c'est très épicé, mais on boit un petit coup de tequila et le feu tue le feu. Donc, ça allait très bien. La tequila avec le piment allait très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Alors, je rappelle, la tequila, toujours avec modération tout de même. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à cette émission. Nous, on se retrouve dès demain à 16h30 pour une émission dédiée à l'Afrique. Sur ce, au revoir.